Il est entrepreneur, ayant travaillé pour plusieurs compagnies avant de rentrer dans son entreprise familiale Stein Lumber. Depuis l'année dernière, il est un des sénateurs étatiques les plus jeunes et un de ceux qui parlent couramment le français. Il se focalise sur les valeurs traditionnelles, sur l'économie énergétique, sur la reconstruction après l'ouragan Laura et Delta et aussi sur la langue française. Aujourd'hui, sur le Louisianiste, Jeremy Stein. Bonjour et bienvenue. On est ici au lac Charles avec le sénateur Jeremy Stein du 27e district, ici dans le sud-ouest de la Louisiane. Bonjour Jeremy. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci d'être ici. Merci d'être ici avec nous aussi. Donc, on est ici à Calcasieu. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, ton background? Est-ce que tu es né ici au lac Charles ou ailleurs? Oui, je suis né ici à Lac Charles, 1980, donc j'ai 42 ans. Et je parle français aujourd'hui grâce à mes grands-parents. Et tes grands-parents, ils viennent d'où? Oui, donc la côté de ma mère, mon grand-père, il s'appelle Jacques Lafleur, venait d'une petite ville qui s'appelle Chatanier, près de Mamou. Et ma grand-mère, côté de ma mère, elle s'appelle Marie Fontenot, qui venait d'une petite ville juste près de Mamou, à côté de Mamou. Et donc, c'est grâce à eux que je parle français. Mais aussi, même de le côté de mon père, il y avait beaucoup de Landry et des autres noms de famille cajun. Donc, mais c'est vraiment grâce à la côté de ma mère que je parle français aujourd'hui. Et donc, mais tes parents, est-ce qu'ils parlent français ou est-ce que c'est comment? Oui, ma mère, elle comprend très bien le français, mais elle parle un petit peu de français. Mais quand elle était jeune, elle avait un peu honte de parler français parce que la culture dans les années 50 et 60, malheureusement, il y avait honte de parler le français ou même le cajun, mais grâce à les politiciens, le législateur, ils ont fait code de fil. Et c'est grâce à ce programme d'immersion, créer les programmes d'immersion, qu'il y avait une renaissance pour être plus fier de la culture cajun et français. Et c'est grâce à ça que ma mère a vu, quand j'avais né en 1980, il y avait un programme ici à Lac Charles, à Prien Lake Elementary. Et cette école, c'est toujours une école avec un programme d'immersion. Et c'est là où j'ai appris le français. Et c'est grâce à ma mère qui a dit, elle avait un peu de regret de son enfance, elle veut que ses enfants parlent le français. Donc, je suis vraiment, je dis à ma mère merci beaucoup toujours pour faire ça pour moi. Et comme j'ai dit, c'est pour ces programmes d'immersion, c'est pour le code de fil qui a été créé par le Louisiana Legislature. Donc, je suis vraiment apprécié de tout ça. Donc, tu prends le bâton un peu de tes grands-parents, parce qu'on dit qu'il y a une génération perdue. De temps en temps, les gens qui avaient honte de parler français, et puis on disait que ce n'était pas du bon français. Mais à ce heure, il y a des gens comme toi qui ont réappris le français. Voilà. Et donc, tu as dit aussi que, est-ce que ta sœur a fait l'immersion aussi, parce qu'elle est... Donc, ouais, oui. Tout à fait. Ma sœur, elle s'appelle Jody Galasso. Elle habite à Lafayette. Elle est elle a fait les programmes d'immersion comme moi à Prien Lake, S.J. Welsh et Barb comme moi. Et elle a fait un programme d'échange comme moi aussi en France. Et en ce moment, elle est professeure à Myrtle Place à Lafayette. Donc oui, c'est toujours bien d'avoir des opportunités comme ça pour parler un peu de français. Oui, je crois que ça, c'est ce qui est intéressant et qu'entre les générations, ce n'est pas juste des individus qui parlent français, mais il y a aussi plusieurs personnes dans la famille. Il y a une possibilité de passer la langue
de tes grands-parents, puis assure à toi, et puis assure ta sœur la passe à la prochaine génération Voilà. dans les écoles. Donc la culture peut continuer Bien comme sûr, ça. bien sûr. Je crois qu'on a je suis vraiment optimiste pour ça, pour non seulement la langue française, mais aussi la culture, la renaissance de la culture, que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, la langue, tout qui enveloppe la culture française gadjin. C'est bon. Et donc, comme tu disais, la langue, c'est important, mais ça fait partie aussi de la culture. Et donc, une partie importante de la culture, c'est des entreprises locales. Et donc, comment est-ce que tu as décidé, après l'échange en France et l'université, d'aller back et de travailler pour ton family business? Oui, c'était... j'ai pris beaucoup de temps pour avoir le vouloir d'être dans le family business, parce que quand on est jeune, on veut traverser de différentes villes. J'ai vécu en France, bien sûr, où j'ai appris avec ce programme d'échange, mais aussi j'ai vécu à Washington, D.C., j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans. Et quand j'étais là, j'avais des différents boulots. Et c'est bien d'explorer et apprendre beaucoup de différentes choses comme skill, pour avoir beaucoup d'expérience, pour prendre ces expériences et donne ça à la family business. Donc, ça fait près de 10 ans, je crois, que je rejoins le family business, mais je sais que toujours je voulais faire quelque chose avec Stein Lumber, mais je voulais explorer un peu plus du monde et des cultures avant d'essayer de travailler pour le family business. Oui. Et donc, tu as pu prendre d'autres expériences un peu partout dans le monde. Voilà. Et puis, tu peux redonner ça back à l'entreprise de ta famille et à la communauté. Et donc, Voilà. comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est dur d'avoir une entreprise locale dont les propriétaires sont locaux? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, de competition avec des grandes corporations multinationales. Ouais. Et donc, comment vous faites pour être présent et compétitif et de gagner votre vie malgré toutes les grandes corporations qui sont aussi dans le marché? Oui, bien sûr, bonne question. Bien sûr, c'est vraiment un défi. C'est dur, mais comme on dit, la compétition, ça donnait une opportunité à nous pour s'améliorer. Donc, dans tout ce qu'on fait, moi et ma famille, on a une attitude d'optimiste. Et donc, quand il y avait des autres grandes entreprises, comme on dit, en anglais, on dit 800-pound gorilla, quand on a ça en face, on dit on peut le faire, on peut avoir du succès. Et c'est parce que c'est toujours avec l'attitude qu'on peut le faire. Donc, ça, nous, quand on est dans les mêmes villes avec les autres grandes entreprises nationaux, on dit on peut le faire mieux qu'eux. Et la plupart des raisons, de la raison, c'est la culture de notre entreprise. Et la culture de notre entreprise, c'est comme on dit beaucoup, c'est foi, famille, communauté. Et c'est parce que c'est une fondation solide de la foi, de la famille, de la communauté. Et c'est pour ça qu'on a avoir du succès. C'est parce que notre employés, c'est eux qui nous donnent le succès. C'est eux qui nous donnent l'opportunité d'avoir du succès en face des grandes entreprises. Et c'est parce que
c'est eux qui avaient cet esprit de fondation solide, comme j'ai dit, la culture de la foi, de la famille, de la communauté. Ça, c'est vraiment important. Et je crois que des grandes entreprises, ils n'ont pas ça. Si vous êtes dans notre magasin, on dit toujours on a le service supérieur pour nos clients. Et c'est parce qu'on vient d'ici, on fait à part de la communauté. Et c'est grâce à nos employés qu'on a eu et on continue de la succès. Oui, c'est la touche locale en fait. C'est pour ça qu'il faut... Vous êtes en train de convaincre les gens d'acheter local parce que vous faites mieux. Il y a la valeur ajoutée, la touche locale, la touche louisianaise. Voilà. Oui, et donc c'est bien. Donc, OK. Et après ça, tu as un deuxième job, ou un troisième, si tu comptes père de famille aussi. Oui, merci. Mais pour, là, ça, c'est le job numéro 1. Le numéro 1, oui. Mais pour le milieu professionnel, tu as un deuxième job à faire, tu es sénateur étatique. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as pris la décision de te présenter aux élections, c'était l'année dernière, pour devenir sénateur étatique? Oui, ça fait presque un an. Dans une semaine, ça fait un an que j'ai élu comme sénateur de l'État. C'était un difficile choix de le faire parce que, comme vous avez dit, la famille et notre business, ça prend beaucoup de temps. Mais après les ouragans, Laura, Delta, il y avait beaucoup de dévastation et je crois que... Et aussi, j'ai beaucoup d'expérience dans son endroit avec le service public parce que j'ai travaillé à Washington, D.C. dans le Sénat, j'ai travaillé à Baton Rouge quand j'étais à LSU. Donc, je sais comment faire des choses. Et donc, c'était difficile parce que ma famille, mais je sais qu'avec avec ma femme qui m'a dit que vous êtes la personne pour le faire, avec beaucoup d'expérience, quand elle m'a donné le blessing. Le feu vert, oui. Ouais, j'ai dit, je savais que je pourrais le faire parce que, comme j'ai dit, on avait près de 20 milliards de dollars de dégâts ici. Et c'est des moments comme ça qu'il faut vraiment faire quelque chose. Toute la communauté, tout le monde a quelque chose à faire pour s'améliorer la communauté. Et il faut vraiment aller dans l'endroit où vous êtes plus capable de s'améliorer votre communauté. Et pour moi, c'était cet endroit-là de sénateur parce que j'avais beaucoup d'expérience. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, parce que je sais comment faire tout ça. Et il faut que je travaille dur et pour s'améliorer, comme j'ai dit, la famille, mais aussi la communauté. Mm-hmm. Et vous avez mentionné que la destruction des ouragans, c'était une des choses qui vous a inspiré de devenir sénateur étatique. Ouais. Et donc, on a dit vous avez dit que ça a pris trop de temps dans la réponse fédérale aux ouragans. Donc, et donc, notamment ces deux ouragans, parce que Laura, c'était le plus fort qui a jamais frappé la Louisiane. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans le futur? Qu'est-ce que le gouvernement fédéral doit faire dans le futur pour que ça soit plus vite dans la réponse aux ouragans en Louisiane, mais aussi dans les autres États du Golfe? Oui, c'était une très bonne question. Il faut avoir des gens, non seulement les politiciens, mais toute la communauté il faut toujours demander aux gens à Washington, D.C. pour aide. Mais c'est un peu trop bureaucratique. Malheureusement, c'est la nature
naturel de gouvernement. Mais c'est difficile pour... Vous savez, les ouragans, avant ouragan Laura, qui ont frappé Floride ou que ce soit Texas, ça prend... C'était pas 1 an et demi pour leur fonds. C'était plus comme 6 mois. Et on cherche pour une réponse pourquoi ici, la communauté de Sud-Ouest Louisiane, on se demande mais pourquoi pour eux c'était 3 mois ou 1 mois ou 6 mois, mais pour nous c'était 1 an et demi. Et les gens nous disent c'est parce que vous êtes une population pas très grande et pour nous c'est à la fin de la journée nous sommes des Américains. Et non seulement ça, comme j'ai dit avec le GNL, le gaz naturel liquéfié, on est très important, non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour la sécurité globale. Et donc, je crois que Washington, D.C., finalement, à comprendre ça, mais 1 an et demi, c'est trop. Et j'espère que si ça nous frappe encore, on peut avoir de l'aide plus vite, ouais. Et donc, plus rapide. Oui. Et effectivement, on ne veut pas du traitement spécial, on veut juste du traitement juste et équilibré. Voilà, et donc, et vous avez parlé un peu du côté économique, stratégique. Ouais. De temps en temps, on dit que la Louisiane, c'est... Bon, dans les autres États, par exemple, moi j'ai vécu à New York et à Washington, et de temps en temps, ils pensent que c'est une perte de fonds. Il ne faut pas juste envoyer les fonds à la Louisiane parce que la Louisiane ne crée pas assez de richesse. Mais en fait, comme vous avez dit, c'est tout le contraire. Et donc, c'est que nous, on crée beaucoup d'énergie qui peut être utilisée tout partout aux États-Unis et aussi dans le monde. Et donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce côté stratégique? Pourquoi cette région, notamment le sud-ouest de la Louisiane, c'est quelque chose de stratégique pour la Louisiane, mais aussi pour les États-Unis et pour le monde? Non, bonne question. Juste il y a quelques semaines, j'étais à Citgo. On a un Citgo refinery ici, à Sulphur. C'est dans mon district de 27. Et les gens là me disent, notre pipeline, presque tous les pipelines sont ici jusqu'à nord, jusqu'à New York et New Jersey et Pennsylvanie pour l'essence. Et je crois que la plupart des États-Unis oublient que c'est grâce à nous que vous pouvez aller au travail aujourd'hui. Parce que c'est notre essence sur le pipeline que vous avez l'opportunité pour réchauffer votre maison, pour conduire sur les rues. C'est grâce à nous, ici en Louisiane. Donc les gens, que ce soit au nord-est ou que ce soit la plupart dans les États-Unis, de temps en temps, ils oublient que l'essence, le gaz naturel liquéfié, ça vient ici. Ça, c'est pour l'Amérique, pour l'Amérique du Nord. Ça, c'est pour les refineries. Mais je veux parler un peu de gaz naturel liquéfié. Le GNL. Le GNL, on est maintenant le numéro 1 exporteur de GNL global. C'était une fois, c'était Qatar, l'Australie. Maintenant, c'est nous. Quand je dis nous, la plupart vient ici, juste sud d'ici. Il y a 20-30 minutes sud d'ici, à Cameron Parish. La plupart de GNL sortent d'ici pour aller en Europe, en Chine, Japon. Donc, on est le capital de GNL ici, en Louisiane, au sud-ouest de la Louisiane. Et je veux parler un peu de la crise ukrainienne. Et c'est affreux, c'est vraiment une crise il n'y a pas une personne
qui regardent ça avec contentement. Et c'est vraiment beaucoup de... c'est catastrophique ce qu'il y a, les gens là-bas. Mais Europe, ils ne pouvaient pas survivre maintenant s'il n'y avait pas le GNL de nous. Donc, le GNL américain sauve l'Europe. Et ça, c'est pour moi, quand on parle de sécurité nationale, mais aussi sécurité globale. Le GNL, ça réchauffe les maisons en ce moment en Europe. Et c'est grâce à nous qu'il peut avoir tout ça en Europe. Donc, on est en train de je veux pas je veux pas être chauviniste américain, mais c'est vrai. Vous pouvez demander quel que soit des gens qui travaillent dans le GNL, on est en train de sauver l'Europe avec notre GNL. Donc, notre pétrochimie, notre GNL, on est comme le Detroit dans les années 50 et 60. Mais pour l'énergie. Mais pour l'énergie. Non, mais c'est vrai. Oui. Et malheureusement pour l'Europe, il y avait trop de myopie avec le GNL ou que ce soit le fossil fuels. Ouais. Mais en ce moment, maintenant, je crois qu'ils sont d'accord avec nous que GNL, c'est mieux que les autres. Et il n'y a pas beaucoup de carbone, mais c'est vraiment nécessaire d'avoir le GNL en ce moment. Oui, et je crois que ça, c'est comme vous avez dit, c'est un grand apport de la Louisiane Astor, mais c'est juste le début. On peut créer encore plus d'énergie. Ouais. Et pour la Louisiane, mais pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, c'est mieux d'acheter l'énergie des pays ou des régions comme nous qui partagent des valeurs, qui sont des pays libres et démocratiques. Tout à fait. Et donc, c'est un win-win, gagner-gagner. Oui, mais c'est vrai, on partage les mêmes valeurs en Europe. Ouais. Mais c'est vraiment win-win. Un win-win. Avec les Français, la langue aussi. Et donc, c'est vrai. J'espère que ça peut être une collaboration avec la France, l'énergie, mais aussi la langue et la culture. Donc, c'est vraiment très bien de faire une interview sur des problématiques économiques et politiques, mais tout en français. Donc, un grand merci. Je crois que c'est une exception, c'est trop rare. Mais j'espère dans le futur, il y aura d'autres sénateurs et d'autres représentants comme vous. Merci beaucoup, Will. Merci à toi. Merci. À la prochaine. À la prochaine.